Deuxième semaine au cours de laquelle nous abordons la thématique sur la spiritualité et beauty comme tous les mercredis. Et la semaine dernière, déjà, nous sommes allés justement aux origines de cette spiritualité. Nous avons également vu avec le frère Combo Beauty et Evanga, n'est-ce pas, son évolution, sa perversion, ses principes et tout ce qui comporte la spiritualité beauty. Et nous pouvons circonscrire une thématique comme celle-là en une seule édition. C'est la raison pour laquelle nous vous avons promis, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de revenir justement ce mercredi pour poursuivre avec cette thématique, notamment sur les origines du beauty. Il est déjà très bien installé et très bien habillé ce matin. Ça veut tout simplement dire que nous allons faire une excellente émission avec l'aide de nos ancêtres. Alors frère, Otep, et bienvenue. Merci. Otep, à toi et à tous ceux qui nous regardent. Alors comment ça va ce matin? Très bien vêtu? Ça va. Ça va bien, merci. En couleur blanche avec des colliers à l'africaine. Oui, c'est l'une des spécificités africaines. Bon, les parures... nos ancêtres les avaient partout. C'était à la fois des parures, mais aussi des talismans. C'était tout. Comme je l'ai dit déjà une fois ici, nous ne séparions pas, n'est-ce pas, le sacré du profane. On marchait avec tout partout. On était avec tout partout. Bon, maintenant, c'est dans certains prolongements, quand il fallait faire des rituels, c'est-à-dire que quand on voulait atteindre des objectifs particuliers, des objectifs plus pointus, c'est donc là où on faisait recours au sacré du sacré, c'est-à-dire les rituels. D'accord. Avec toi, justement, la semaine dernière, nous avons commencé la thématique sur les origines du beauty. Il était difficile pour nous de circonscrire en 90 minutes chrono, n'est-ce pas, toute l'immensité de ces beauty-là. C'est la raison pour laquelle nous allons faire un bref récapitulatif pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter cette émission la semaine dernière. Et les autres, justement, vont rattraper pour être tout à fait complet à travers nos plateformes numériques, notamment la page YouTube. Nous avons parlé justement de l'origine du beauty. Nous avons parlé de son évolution, de sa perversion, des perversions. Et forcément les réformes, des perversions ou déformations. Déformations et forcément les réformes qui ont été faites. Nous avons commencé à envisager, nous avons prévu aborder les réformes. Aborder les réformes et notamment également les perspectives pour tout à fait être complet, n'est-ce pas, sur ce que nous avons commencé à dire la semaine dernière. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, tu vas nous faire un bref récapitulatif. Oui, la semaine dernière, n'est-ce pas, nous avons abordé les origines du beauty. Nous avons dit que le beauty est d'origine forestière, c'est-à-dire les pygmées étaient les premiers. Les pygmées ont transmis la chose, n'est-ce pas, aux Minsogo, à Pindi, et Shira, et Mienne et tout le reste. Et ceux-ci ont transmis aux Fang. Et les Fang ont continué à monter vers le Gabon. C'est ainsi que le beauty arrive au Cameroun, où nous autres nous trouvons, puisque nous faisons beauty, et nous faisons le beauty, mais nous ne sommes pas Gabonais, nous sommes Camerounais. Ça, c'était pour ce qui était des origines. Maintenant, quant à l'évolution, on peut parler de l'évolution dans plusieurs sens, puisque, n'est-ce pas, de la forme du beauty originel chez les pygmées, ce n'est plus la même chose, ça n'a plus été la même chose chez les Minsogo, chez les Apindi, où, n'est-ce pas, on a vu par exemple l'introduction de l'arc monocorde, et puis qui est un instrument de musique, un cordophone, un instrument de musique sacré, n'est-ce pas, qu'on utilise dans le beauty, dans certaines phases ritueliques, et maintenant aussi le ngomon, la harpe sacrée à 8 cordes, n'est-ce pas. C'est ainsi que au fur et à mesure des choses se sont ajoutées et il y a eu interaction, n'est-ce pas, entre le beauty en tant que élément mystico-spirituel, et maintenant aussi les cultures des peuples que le beauty rencontrait, les peuples qui embrassaient le beauty. Ils se compénétraient et s'influençaient l'un l'autre. Donc c'est ainsi que le beauty a évolué. Il y a beaucoup de choses qui y sont entrées. Vous allez voir, n'est-ce pas, par exemple, les xylophones, les balafons. Il y en a qui jouent à la fois le ngomon, c'est-à-dire la harpe sacrée à 8 cordes, et l'accompagne avec les xylophones, avec des tambourins, il y a beaucoup de petites choses qui sont entrées. Il y a les maracas, beaucoup de choses, parce que certainement qu'on va aborder
un programme, une émission particulière pour parler, n'est-ce pas, des instruments musicaux qu'on utilise dans les butties, n'est-ce pas. Et maintenant, on a abordé les influences qui, n'est-ce pas, étaient extérieures, qui ont apporté la perversion, n'est-ce pas. C'est ainsi que on a par exemple commencé à parler d'un certain Jésus-Christ dans les bouties, surtout chez les femmes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent penser que, n'est-ce pas, le bouti, on parle de syncrétisme. Et j'ai précisé ici que ce syncrétisme était forcé parce que pour des besoins de salut, je ne veux même pas appeler ça d'adaptation, c'était parce qu'on essayait de sauver sa vie que les femmes ont été obligés d'insérer dans les rituels du bouti, dans tout ce qu'ils font comme travaux, le nom de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, de l'Archange Michel, tous ces noms-là qui ont, n'est-ce pas, contribué à pervertir, à transformer ou même déformer le bouti. L'essence même. L'essence même originelle du bouti. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup, ils sont tellement accrochés que beaucoup de boutistes que nous appelons les bandits, parce que c'est le nom d'un initié au bouti, on l'appelle bandit, n'est-ce pas? Beaucoup de boutistes, beaucoup de bandits aujourd'hui, quand tu vas leur dire non, Jésus-Christ n'est pas africain, Jésus-Christ, ou alors ce nom-là n'est pas dans le rituel, dans la culture originelle du bouti, il va penser que tu es en train de vouloir l'amener à faire d'autres choses. C'est devenu maintenant un autre combat dans les milieux des boutistes. Il y en a qui veulent rentrer à l'originalité, il y en a qui veulent rentrer aux sources, qui veulent épurer, n'est-ce pas, le bouti de ces influences qui l'ont transformé, qui l'ont déformé, qui l'ont défiguré. Et je veux me dire, beaucoup plus en mal, n'est-ce pas? Beaucoup plus en mal. Et c'est devenu aujourd'hui un combat entre ceux qui veulent rentrer à l'originalité, qui veulent rentrer à l'ancestralité, et ceux d'aujourd'hui qui pensent que ce qu'on leur présente, c'est ça qui a toujours été, ce qui est faux. Or, on devrait savoir que le colonisateur, l'impérialiste colonisateur, a toujours utilisé cette méthode de t'éloigner de tes vérités, de t'imposer les siennes, et quand le temps passe, plus le temps passe, plus tu penses que c'est ce qui t'a montré là, ce que tu as trouvé là qui est la vérité. Et moi, j'ai coutume de poser la question à beaucoup qui sont autour de moi, que je rencontre, que il y en a qui disent qu'ils ont peur de rentrer au bouti. Par exemple, quand on leur dit il faut rentrer à la culture africaine, ils disent non, mon père m'a laissé là, mon grand-père a laissé mon grand-père là. Je leur dis, si on remonte à 4, 5, 6 générations avant toi aujourd'hui, est-ce que tu ne te rendras pas compte qu'il y a eu trahison, n'est-ce pas, à un certain niveau? Parce que ce n'est pas la région que tes aïeux à partir de la 4e, 5e génération, c'est pas cette religion, c'est pas ce Dieu-là que, n'est-ce pas, ces ancêtres-là pratiquaient, honoraient, commémoraient, c'était pas celui-là. Donc aujourd'hui, véritablement, il est question d'aborder, d'entrer de plein pied dans les réformes nouvelles pour le retour à l'originalité. Ça veut dire que dans le bouti, il y a d'aujourd'hui au sein du bouti, il y a ceux qui sont des conservateurs, il y a des modérés, il y a des progressistes. Et on remarque de plus en plus que ces progressistes-là dans le bouti font plutôt le syncrétisme. C'est-à-dire, il y a un mélange avec le christianisme et le bouti qui n'est pas forcément le bouti originel puisqu'il a évolué entre-temps. Quand on parle de conservateurs, en fait, c'est un peu plutôt le contraire. Parce que ceux qui se veulent conservateurs aujourd'hui sont ceux qui veulent le maintenir, puis qui veulent continuer avec ce bouti déformé. Ah, d'accord. Hein? Ça fait qu'aujourd'hui, le progressiste d'aujourd'hui est celui qui veut rentrer, n'est-ce pas, au bouti originel, n'est-ce pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut plutôt renverser, n'est-ce pas, l'approche, n'est-ce pas. Les conservateurs, c'est ceux-là qui sont convaincus, qui vont te dire, Jésus-Christ, c'est Mongabenda, c'est Jésus-Christ. Or, ce n'est pas le cas. Par exemple, la dernière fois, j'ai parlé de Bozenge Bobongo, qui est celui qui a reçu la harpe sacrée en premier. On va te dire que c'est le roi David. Parce que tout simplement, on s'est efforcé à trouver quelques correspondances dans le livre, la Bible, n'est-ce pas? Tant relevant tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Donc, ils ont fait l'effort de trouver des noms, des juxtapositions pour dire tel dans le bouti, tel nom dans le bouti correspond à tel nom dans le christianisme, dans la Bible, et ainsi de suite. Alors, ceux qui sont les progressistes d'aujourd'hui sont ceux-là qui veulent, n'est-ce pas,
qu'on revienne à l'originalité. Et ils ne sont pas encore très nombreux, mais je suis de ceux, là j'appartiens à un groupe de jeunes qui veulent, n'est-ce pas, qui sont en train d'œuvrer pour revenir, n'est-ce pas, à l'originalité, au bouti originel, mais c'est un combat véritablement ardu. C'est pour cela que, quand mon frère Todd disait ici là que je suis un réformateur, non, ce n'est pas moi le réformateur en fait. Je suis de ceux qui veulent que on revienne, n'est-ce pas, à ce qui a toujours été. Et certainement que là, le bouti va retrouver sa véritable force, sa force authentique du début. D'accord. Tu nous as également renseigné à l'occasion de cette première édition à quoi consiste véritablement le bouti par rapport à un individu. Tu nous as par exemple dit que je ne sais pas si tu dis la première voie ou alors la première forme, c'est de connaître, n'est-ce pas, son moi, donc c'est-à-dire son alter ego, c'est-à-dire son ange gardien. Ça c'est quand, n'est-ce pas, on reçoit l'invite, quand on est invité à découvrir le bouti, quand on s'initie au bouti. Et c'est pourquoi c'est un peu le travail que nous sommes appelés à faire ici. Promouvoir le bouti, faire comprendre à l'Africain ce que c'est que le bouti, son importance pour lui-même en tant qu'individu, en tant qu'être humain. J'ai dit que la naissance sur Terre, notre venue sur Terre, dans beaucoup de livres, dans beaucoup de cultures, les religions, ils enseignent que nous sommes pèlerins sur Terre, c'est vrai. Mais dans ce pèlerinage-là, il faut savoir exactement le but d'un pèlerinage. On ne va pas en voyage fortuitement, on ne va pas en voyage pour rien. On va en voyage pour réaliser quelque chose, pour rencontrer quelqu'un, en fait pour faire quelque chose. Et le bouti a cela de particulier que il te dit pourquoi tu es venu sur Terre. Parce que la plupart des autres cultures que nous rencontrons autour de nous, n'est-ce pas, c'est des mouvements spéculatifs. C'est-à-dire que des gens qui tâtonnent, qui ne savent pas exactement dans leur philosophie, dans leur doctrine, dans leurs enseignements, ils ne disent pas à l'être humain ce pourquoi il vient sur Terre. Or, le bouti te dit clairement, il ne te dit pas, il te montre. Il te montre à travers ton ange gardien qui te révèle ce pourquoi tu as été envoyé sur Terre. C'est pourquoi tu es né, comment tu es né, n'est-ce pas? J'ai par exemple dit, quand tu viens sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a eu un collège, un conclave, qui a déterminé les raisons pour lesquelles tu dois venir sur Terre. Principalement, ces raisons, c'est progresser, devenir Dieu, parce que l'homme doit devenir Dieu. Effectivement, l'homme doit devenir Dieu. Oui, le véritable Dieu, l'unique, il doit rentrer à l'unité, n'est-ce pas? Alors, le bouti te dit, à l'initiation du bouti, tu rencontres ton ange gardien, ton alter ego, qui te dit comment est-ce que ça a été organisé que tu viennes sur Terre, pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre, et ça te permet maintenant de savoir comment organiser ta vie. C'est pour cela que nos ancêtres avaient l'habitude d'organiser les cérémonies d'initiation pour les enfants quand ils entraient à l'âge pubère. Parce que à l'âge pubère, l'enfant, l'être humain s'apprête à entrer dans ce qu'on appelle la vie active. Et dans l'entrée dans cette vie active ne doit pas se faire de manière hasardeuse. L'entrée dans la vie active doit se faire avec précision. Pour que l'enfant qui va aborder désormais la véritable vie, parce que jusque-là il était, n'est-ce pas, dans le rêve, dans l'illusion, parce que les parents faisaient tout, les parents affrontaient tout, organiser tout pour lui, désormais il doit se prendre en main. Et cette prise en main, cette prise en charge de lui-même, fait qu'il soit désormais capable, il faut qu'il demain soit capable de faire face à tout ce qui va se présenter à lui. Et pour cela, il faut qu'il soit outillé de la meilleure des manières. C'est pour cela que je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la vocation. La vocation, vous allez remarquer, à travers tous les corps de métier d'aujourd'hui que nous rencontrons, qu'il y en a qui les font de manière excellente. Ça, on dirait de celui-là qu'il a la vocation. Il le fait de manière excellente parce qu'il a de l'amour. Et c'est parce que ça coïncide, ça correspond, c'est aligné avec son esprit. D'accord. Par contre, celui qui ne le fait pas de manière alignée avec son esprit, il le fait par que faire, parce qu'en réalité, il y est forcé. Et c'est ce à quoi la plupart des Africains sont confrontés aujourd'hui. Et on a une société qui va dans tous les sens. Donc le bouti te prépare à aller sur le terrain, à la vie la vie pratique, la réalité de la vie. Mais tu n'es pas, tu n'y vas pas n'importe comment, tu es canalisé. Tu as une mission. Et dans cette canalisation, cette mission-là, cette profession, et tout ce que tu rentres dans le cadre de la mission pour laquelle tu es venu à l'existence. D'accord.
Voilà, frère, nous allons justement aborder l'étape sur les réformes. Après, l'origine du Bouti que tu as si bien expliqué, son évolution et surtout les perversions, parce qu'on ne peut pas faire des réformes lorsqu'on n'a pas fait un constat de ce que dans l'évolution du Bouti, il y a eu des problèmes. Ouais. Et par conséquent, on décide donc de faire une réforme. Et tu en fais partie donc des réformateurs. Qu'en est-il exactement? La réforme que nous essayons de faire, que nous essayons d'apporter dans les boutiques, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de jeunes gens, surtout au Cameroun à l'heure actuelle, parce que le Cameroun a été la plateforme, la plaque tournante de beaucoup de choses quand il s'agit des choses qui concernent la culture africaine pour tout le peuple écan. Donc, il y a un certain nombre de jeunes réunis aujourd'hui qui essayent, qui œuvrent, n'est-ce pas, pour que on rentre à l'originalité. C'est ainsi que nous sommes convenus de revisiter les rituels, de revisiter le jargon, le langage, le vocabulaire utilisé. Parce que dans le vocabulaire, vous allez trouver les noms, n'est-ce pas? Ces noms-là, il va falloir épurer, il va falloir éliminer, n'est-ce pas, ces infiltrations-là, ces noms infiltrés, et faire l'effort de revenir à tous les véritables noms originels, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous sommes en train de nous préparer à tenir les états généraux, n'est-ce pas, du Bouti. C'est vrai que ce ne sera pas un grand cadre, ce ne sera pas une cérémonie, ce ne sera pas un événement très ouvert. Vous savez, les grandes choses ne commencent pas souvent par tout le monde. Il y a toujours un comité d'organisation, et c'est ce comité d'organisation qui est appelé à se tenir dans quelques mois. Et là-dedans, nous allons, n'est-ce pas, recenser, n'est-ce pas, tous les problèmes que nous avons, que nous observons dans qui ont amené ces déformations-là, ces infiltrations-là. On va les recenser et commencer maintenant à nous efforcer à remettre les choses telles qu'elles doivent être. Mais ça, ce sera peut-être la partie facile. Parce que la partie la plus ardue, ce sera, n'est-ce pas, de le faire entendre aux autres qui malheureusement sont les plus nombreux aujourd'hui. Parce que ce sera un véritable combat. Et nous pensons qu'avec l'aide de Bouti lui-même, c'est-à-dire Dieu, nous y parviendrons. J'allais justement poser la question de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le processus de réforme. Est-ce que votre premier adversaire ne serait pas les autres factions toujours du Bouti? Qu'entendez-vous faire? Ce n'est pas des factions. Ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas une faction. Nous sommes à peu près, on pourrait le dire ici, un ramassé. C'est-à-dire que des gens appartenant aux différents, puisque le Bouti n'est pas comme dans les autres religions où vous allez voir, on dit, si on prend par exemple, permettez-moi de souffrir, si je parle des chrétiens, si je prends la mouvance chrétienne, vous allez entendre que les catholiques n'acceptent pas les protestants. Oui, ils ne se tolèrent pas. Ils ne tolèrent pas tel, ils ne tolèrent pas tel, ils ne tolèrent pas, ils ne se tolèrent pas les uns les autres. Quand on est chez les catholiques, on est chez les catholiques exclusivement, on fait tout ce qu'on fait là-bas. Or, dans le Bouti, les différentes mouvances se compénètrent. Par exemple, moi qui vous parle, le Bouti ayant principalement trois grandes orientations, trois grandes approches, qui sont le Mbiri, qui est la branche maternelle, qui est l'approche maternelle, qui est beaucoup plus proche de la nature. C'est là où on trouve les plus grands guérisseurs, n'est-ce pas? Il y a le Disumba, qui est la branche paternelle. C'est là où, là c'est la religion, la foi, les grands prieurs, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a aussi de la guérison là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le Diboki, qui est le fils, qui est l'intermédiaire. Donc, il y a la mère, il y a le père, et il y a le fils. Maintenant, je fais le Mbiri, je fais le Disumba, je fais le Diboki, je peux le pratiquer dans mon temple. Ça dépend, n'est-ce pas, des sujets que j'ai à traiter. Et c'est selon le sujet que j'ai à traiter, selon le cas que j'ai à résoudre, que je vais dire, nous allons passer par la voie du Mbiri, ou alors par la voie du Disumba, ou alors par celle du Diboki, ou alors nous allons commencer par le Mbiri, et puis on va passer à tel, selon les événements que nous sommes en train de gérer. Donc, chez nous, il n'y a pas, on ne va pas dire faction. Il n'y a pas d'adversité. Non. Même ceux qui sont devenus syncrétistes. Non. Même les syncrétistes, la même chose. Non, il n'y a pas d'adversité en tant que tel. Mais là où ça devient difficile,
là où le problème se posera, c'est leur dire, ne dites plus que Jésus-Christ n'est pas du buti. Par exemple, leur dire David n'est pas du buti. Leur dire Marie, il y a des noms que nos ancêtres connaissaient pour ces choses-là. Par exemple, dans la langue Fang, dans la langue Ekan, dans toutes les langues Fang, toutes les langues Ekan, quand on dit Ngon, la lune. Ngon veut dire la lune. Ngon veut dire la jeune fille. La jeune fille. N'est-ce pas? Ça veut dire la lune. Ça veut dire la jeune fille. N'est-ce pas? On dit un Mbolengon. La femme, la fille particulière. N'est-ce pas? La fille, la gracieuse fille de. N'est-ce pas? On dit un Mbolengon. Vous savez, vous voyez, tout ça se termine par Ngon. Nyangon. Nyangon. Tout ça, c'est des aspects multiples, divers aspects de Ngon, qui veut dire la femme, qui veut dire la jeune femme, qui veut dire aussi la mère, mais aussi la lune, hein, dans ces différentes influences, dans les influences de chacun de ces aspects. Vous voyez? Donc, on a ces noms-là qui, en réalité, par exemple, quand on dit, on va vous parler de l'apôtre Pierre. Or, chez nous, Pierre, on a dit Pierre. Or, chez nous, on dit Ngok. On dit accord. Hein? Quand quelqu'un s'appellera Ngo Pierre, quand vous allez trouver un nom tel que Ngo Pierre, hein? Ça veut dire Pierre. Hein? Parce que à la même chose. Hein? On fait croire qu'il y a une différence entre les deux. Oh, c'est le même nom, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a, parce que les noms arrêtés, c'est des représentations, des symbolisations, n'est-ce pas? Des choses qu'il y a sur la terre, des éléments, des êtres, des influences, des énergies. C'est ça qui donne les noms. Parce que chaque nom est une énergie. C'est pour ça que j'ai parlé de revisiter, n'est-ce pas, le jargon, de revisiter le vocabulaire. Par exemple, dans les états généraux, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être revisitées. Et maintenant, le vrai match, ce sera quand on va aller vers les autres, leur dire, voici le travail que nous avons fait, pour vous dire, rentrons à l'originalité. Justement, c'est pour ça que je voulais te relancer avec cette question. Ne serait-il pas difficile dans ce processus de réforme du buti d'introduire ceux-là, justement, qui ont été aliénés, si je peux le dire ainsi, à travers Jésus-Christ et autres, parce que ce concept-là est tellement ancré dans l'esprit des Africains, même des Africains qui pratiquaient déjà une certaine spiritualité, comme celle du buti, par exemple. Est-ce que ça ne sera pas là le plus difficile pour vous? Et si oui, que comptez-vous faire? Peut-être ce n'est pas, tu ne vas pas le dire forcément à l'antenne, mais je pose quand même la question. Comment est-ce que vous allez procéder? Nous, le fait est que je peux dire que... C'est-à-dire l'approche. Je vois. Je peux dire que ce combat, parce que ça en sera un, n'est-ce pas, qui s'annonce ardu, qui s'annonce vraiment difficile, nous allons procéder comment? Comme le buti n'est pas une organisation du genre où il y a le sommet, on va dire par exemple le chef mondial, où il y a un archevêque. Un archevêque, parce que le buti, c'est en réalité, chaque temple est autocéphale. C'est-à-dire que chaque temple, chaque combo, premièrement, est son propre chef. C'est-à-dire que dans son mbanja, dans son organisation, là où il y a son temple, là où il fait ses choses, avec ses outils, ses éléments mystiques, n'est-ce pas? Il est le chef, là où il est. Mais le Congo n'a-t-il pas d'adeptes? Bien sûr, c'est de ça que je veux, c'est même là où je vais partir. Donc, c'est-à-dire que en réalité, nous devons d'abord commencer chacun chez soi, n'est-ce pas? Et comme en réalité aussi, quand chaque bandit, chaque combo qui organise le ngoso, qui est la grande cérémonie, le grand culte du buti, on y parviendra un jour, bientôt, n'est-ce pas? Quand nous organisons, nous communiquons aux autres que nous avons une cérémonie ici chez nous, venez nous aider, n'est-ce pas? C'est dans les visites que nous nous rendons les uns aux autres, dans cette mouvance où on vient s'entraider, on vient se soutenir. C'est là où on va commencer à, n'est-ce pas, distiller, n'est-ce pas, un peu cette nouvelle vision-là, cette nouvelle approche. Mais aussi, certainement que quand des gens comme le frère Niamsi
vont arriver, on va voir des éminences, telles que Niamsi, telles que Tot, ou d'autres, n'est-ce pas, qu'on a souvent vu, qui disent, nous sommes venus dans le bouti, mais nous voulons un bouti originel, un bouti expurgé, n'est-ce pas, purifié de certaines choses, puisque nous avons eu certaines cultures, et nous en sommes convaincus, parce que nous avons d'autres preuves de ce qu'il y a eu infiltration. Les infiltrations ont apporté la déformation et la perversion. Quand on va voir des gens comme vous arriver, d'autres individus, des éminences arriver, on va dire, ben, en fait, c'est peut-être, ou alors c'est certainement cette voie qu'il faut suivre. Parce que nous pourrions de temps en temps vous inviter à partager des instants, des moments, n'est-ce pas, ou d'enseignement avec les autres, ou nous allons souvent faire recours à d'autres sources d'enseignement africaines, des sources africaines de l'enseignement, de la spiritualité africaine. Et ça nous permettra justement de venir diffuser ici sur cette plateforme. Et voilà, par exemple, nous faisons, si nous, après la réforme, après ce qu'on aura convenu de commencer à faire, on organise une cérémonie d'initiation où, parce que moi, quand je fais le travail, il y a des arcanes, parce que vous savez, quand on parle d'ésotérique, c'est-à-dire qu'il y a des secrets. Il y a des secrets qu'on ne peut pas dévoiler, mais il y a des choses qu'on peut faire voir, qu'on peut montrer. D'ailleurs, quand vous entrez dans les médias actuellement, là, YouTube et le reste, vous êtes capable de vous allez voir une cérémonie d'initiation, n'est-ce pas, faite par tel Combo, tel Nima, du Gabon, de la Guinée équatoriale et même du Cameroun. Donc, on peut, avec les nouvelles réformes, commencer à faire des choses et les diffuser, que les gens voient comment nous le faisons et que nous le faisons autrement qu'on le faisait jusque-là. Est-ce que c'est donc permis que ces arcanes-là, justement, soient présentés aux yeux de monsieur tout le monde? Nous savons ce qui peut être présenté et ce qui ne peut pas l'être. Nous savons ce qui doit être présenté et ce qui ne doit pas l'être. Et c'est-à-dire que nous savons où nous arrêter. Nous savons où nous devons nous donner. Nous n'avons pas, on ne verse pas complètement le sacré comme ça. Là. Le sacré, il y a des limites à chaque chose, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un minimum que, n'est-ce pas, les gens doivent connaître. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui en Afrique. Le problème que je relève aujourd'hui en Afrique, c'est que l'Africain a peur de l'inconnu, parce que ce qui est sa véritable propriété est devenu inconnu pour lui. Et maintenant, quand on lui demande d'y revenir, il a peur de faire le pas, parce que cette chose lui est devenue inconnue. Hein? Or, il va bien falloir enlever cette peur-là dans les esprits des uns et des autres, pour leur faire comprendre que ce n'est qu'en rentrant dans l'originalité de la spiritualité africaine que l'Afrique va décoller, de tous les points de vue. Parmi tous les combos comme toi qui ont également leur temple et leurs adeptes, est-ce que le corps de cette spiritualité est exactement le même? Ou il y a des choses à reprocher chez certains? Non. Bon, malheureusement, j'ai regardé hier une petite vidéo d'une jeune femme gabonaise qui dit ceci, et cela est vrai, que, n'est-ce pas, chacun voit le bouti à sa façon, selon tes prédispositions spirituelles, mentales, intellectuelles. C'est pour ça que j'ai observé que depuis que j'ai commencé à faire les initiations aux gens et que je rencontre des gens initiés avant moi, j'ai constaté que le bouti même se révèle à chacun selon d'abord le bagage spirituel qu'il avait avant, le bagage intellectuel, l'ouverture d'esprit qu'il avait. C'est ainsi que ce n'est pas exactement comme moi j'ai vu le bouti. Que Niamsi viendra voir le bouti. Donc, le bouti, il se révèle à chacun selon à sa façon, selon que son esprit était déjà disposé. Mais il y a cependant encore ce qu'on pourrait appeler encore de doctrine, n'est-ce pas? Un ensemble d'enseignements. D'ailleurs, c'est après l'initiation qu'on commence à te dérouler, n'est-ce pas, la doctrine du bouti, où on commence à te dire telle chose est permise, telle autre ne l'est pas, il faut faire, il ne faut pas faire. Bon, voilà. Ou quand on est Ongoso à la prière, il faut avoir telle attitude plutôt que telle autre attitude, n'est-ce pas? Dans la vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, tu es autorisé à manger telle chose, à ne pas manger telle chose. Par exemple, dans la vie de l'amour, la vie amoureuse, tu es autorisé à avoir le sexe à tel moment et pas à tel autre moment. Tu es autorisé à avoir le sexe de telle manière et pas de telle autre manière. Par exemple, exactement. Donc, ça, c'est les enseignements qu'on commence à donner à quelqu'un quand il a déjà connu l'initiation.
C'est là où on commence à lui faire, puisque il est né de nouveau, c'est la véritable naissance nouvelle. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau? L'initiation au bouti étant la reconnexion, puisque quand on t'envoie rencontrer ton ange gardien, le bouti enseigne, et c'est là est la vérité, parce que quand l'homme vient sur terre, quand l'homme vient à distance, il passe par le ventre de sa mère, il passera par la matrice maternelle, et pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, le bouti, c'est les arcanes. Je pourrais t'enseigner dans le cas des arcanes comment les êtres humains, n'est-ce pas, viennent à l'existence du monde spirituel jusqu'à ce qu'elle devienne l'être dense que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça là, c'est les arcanes. Maintenant, il y a le passage dans le ventre de sa mère qu'on appelle le fœtus. Ça, c'est scientifique, n'est-ce pas? On peut te dire comment ça se passe là-bas. Et même les étapes spirituelles qui accompagnent l'être, le fœtus dans le ventre, qui se prépare à venir sur terre, n'est-ce pas? Et maintenant, quand il est né, il y a une opération mystique importante qui se fait, n'est-ce pas? C'est laquelle? La séparation de l'ange gardien et l'homme, le bébé qui est en train de venir. Cet ange gardien, c'est qui? C'est le placenta. J'ai dit ange gardien, c'est-à-dire protecteur, dans le monde des vivants physiques, et il était maintenant le gardien pendant que tu es dans le ventre, parce qu'il était protégé là-bas, n'est-ce pas? Alors quand on va couper le cordon ombilical, n'est-ce pas, on va aller enterrer le placenta, qui va maintenant rentrer dans sa dimension spirituelle, parce que c'est deux esprits. En réalité, sont même trois. Il y a d'ailleurs une fête, une fête spirituelle, mystique, chez les bouddhistes, qui parle de la fête des jumeaux, qui célèbre ton placenta, le cordon ombilical et le corps lui-même. C'est-à-dire que c'est trois entités spirituelles, n'est-ce pas? Alors, cette opération qui consiste à séparer l'ange gardien qui rentre, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, le corps qui est resté, l'être qui est resté, l'ange gardien, dans le ventre, c'était le placenta, contenant le cordon ombilical qui est le liquide amniotique, n'est-ce pas? Quand on coupe, l'ange gardien rentre, on l'enterre, le placenta qui est l'ange gardien matérialisé, va maintenant rentrer dans sa dimension spirituelle. Et l'être humain, le bébé qui est né, va grandir pour devenir l'homme que tout le monde nous sommes aujourd'hui. Mais il faut, puisque l'homme est esprit, on sort du monde spirituel. Il faut une reconnexion, n'est-ce pas, avec ce monde spirituel. Et c'est en cela que consiste l'initiation que les autres appellent le baptême. D'ailleurs, chez les chrétiens, on appelle le baptême initiation chrétienne. Voilà. Ça fait donc que c'est lors de cette reconnexion-là où on te remet ensemble, on te rive à nouveau à ta spiritualité, à ta dimension spirituelle. C'était une cohérence de ta vie. Exactement. C'est ici donc que tu redeviens entier. Parce que quand on n'a pas connu une bonne initiation, on est partiel en fait. On est partiel. Et les initiations donc consistent à reconnecter l'homme physique que nous sommes à sa dimension spirituelle. C'est ainsi qu'on va te dire, tu es autorisé à, tu n'es pas autorisé, parce que c'est pour maintenir propre, pure, saine cette relation spirituelle qui vient d'être réétablie, qui vient d'être renouvelée. Je posais justement cette question de corps de la spiritualité bouddhiste parce que lorsque je prends l'exemple des catholiques, que la messe se fasse au Vatican, que ça se fasse à Lubumbashi, que ça se fasse à Ouagadougou, ou même ici à la cathédrale, à Yaoundé, ou même en Vengré et autres, en fonction de la période de l'année, les homélies sont les mêmes. Maintenant, ceux dont des bouddhistes qui sont devenus syncrétistes et ont introduit la personnalité de Jésus dans la pratique du bouddhisme, j'ai posé dans la question de savoir si à ce moment-là, le corps de test justement quand on en parlait, ou alors c'est la raison justement parlant de ces perversions qu'on a évoquées tout à l'heure là, n'est-ce pas? Justement parlant de ces perversions là, les bouddhistes pervertis, n'est-ce pas, pensent qu'il faut suivre cet alignement. C'est ainsi qu'ils s'efforcent à suivre même le calendrier liturgique, n'est-ce pas, occidental, c'est-à-dire grégorien. Ils s'efforcent à suivre ce calendrier liturgique. Or, ce qui est vrai, c'est que les saisons de l'année, le mouvement cosmique influe sur notre être de tous les moments, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand on voit quand la Terre, n'est-ce pas, révolutionne autour du soleil, les temps changent, c'est ça qu'on appelle les saisons, n'est-ce pas? Et chaque saison apporte ses influences. Et chaque saison a aussi ces choses qu'on commémore. Par exemple, dans le christianisme, nous sommes obligés de nous référer à ça pour nous faire comprendre des autres, n'est-ce pas? Dans le christianisme, on célèbre la mort à la Pâque.
La Pâque qui correspond à la période de la vie qu'on appelle le printemps, n'est-ce pas? Après la Passion. Non, toute la zone, la période là, le printemps. La zone, la saison qui correspond, c'est la partie qui correspond au printemps, qu'on appelle chez nous ici la petite saison des pluies. C'est tel qu'on nous enseigne à l'école au cours moyen 2. Bien. Alors, en réalité, les bouddhistes, l'Africain ne célèbre pas la mort quand il pleut. Quand il n'y a pas de célébrer, comme ce n'est pas que les gens ne meurent pas. Les gens meurent, on les enterre. Mais maintenant, quand on veut les célébrer, on veut les commémorer, on attend la sécheresse. On attend la grande saison sèche. Donc, ça veut dire que chaque saison, en réalité, correspond à un genre d'événement particulier. Hein? Et le Bouti doit revenir à son calendrier liturgique, et nous sommes en train de travailler aussi, pour savoir que, à telle période, voici les véritables événements que nous devons célébrer, que nous devons commémorer. En réalité, nous ne parlons pas de commémoration, nous les célébrons parce que nous célébrons notre connexion avec le cosmos. Au continu. De manière continue, nous célébrons notre connexion, notre être dans le cosmos. C'est pour ça que pendant telle période de l'année, nous devons faire telle chose, tout comme on observe le calendrier agricole. On ne sème pas n'importe quand, on ne sème pas n'importe quoi, n'importe quand, à tout moment, n'est-ce pas? Il y a des choses qui forcément doivent suivre un aliment des saisons. Donc, dans les réformes dont on parle là, dans ce que tu appelais le corps, n'est-ce pas, de la spiritualité bouddhiste, n'est-ce pas, il y a effectivement un corps de doctrine, un corps d'enseignement, mais qui va devoir être aussi épuré de beaucoup de choses pour le rendre original, pour le rendre pur à nouveau. D'accord. Parlant justement du christianisme, puisqu'on parle de lui, est-ce que la religion chrétienne n'a pas puisé dans les rituels beauty ou alors dans la spiritualité même africaine de façon générale et aller retransformer dans son modèle anthropologique pour venir de nouveau imposer ça aux Africains? Donc on peut dire que dans le beauty par exemple, il n'y a rien de nouveau en réalité que le christianisme apporte comme rituel et que le bouddhiste le pratiquait longtemps avant. Ça, c'est une très bonne question et ce n'est pas que dans le bouddhisme où le christianisme a puisé. Justement, puisque c'est du bouddhisme qu'on parle, c'est pour ça que j'ai fait la question sur... je me rappelle, j'étais encore enfant, en 1985, le pape Jean-Paul II visitait pour la première fois le Cameroun. Et je pense 10 ans plus tard, il est revenu. Et en 1995, quand il a visité le Cameroun, parce que le voyage de 85, il a fait le tour de beaucoup de pays en Afrique. Mais en 1995, il n'en a visité que 2 ou 3. Hein, et avec un message. Ecclesia in Africa, l'église en Afrique. Et c'est dans Ecclesia in Africa qu'on a décidé d'inculturer l'église. N'est-ce pas? C'est-à-dire que de ramener dans l'église chrétienne catholique la culture africaine ancienne. En réalité, beaucoup de choses, même les fêtes, même beaucoup de fêtes liturgiques de l'église chrétienne catholique, sont des fêtes que le christianisme a pris par-ci, par-là. Voilà. A pris par-ci, par-là, n'est-ce pas? Donc, par exemple, la fête de Noël. La fête de Noël, ça ne s'appelait pas fête de Noël avant, où on dit qu'on commémore la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Non, on sait que c'est le solstice d'hiver, n'est-ce pas? Or, est-ce que le solstice est l'exclusivité des Occidentaux? Non. Le solstice est un événement cosmique qui, n'est-ce pas, montre les influences que le jour, le soleil est sur la terre. Quand le jour est plus long, quand le jour est moins long, quand le jour est aussi long que la nuit, n'est-ce pas? Donc, le solstice, toutes les cultures du monde entier ont toujours célébré le solstice, les 2 solstices et même les 2 équinoxes, n'est-ce pas? Sauf que dans le solstice, c'était une plus grande fête, surtout chez nous, parce que c'était le beau temps. Il ne pleut pas, on avait la possibilité de faire des fêtes pendant plusieurs jours dans la cour, parce qu'on n'avait pas peur qu'il pleuvra, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses comme celle-là que, n'est-ce pas, le christianisme et même beaucoup d'autres religions ont eu emprunté dans d'autres cultures. Nous sommes en train d'essayer de recenser, n'est-ce pas, ces choses-là pour leur dire, oui, nous pourrons garder, nous pourrons conserver ceci, n'est-ce pas, dans notre culture, parce que c'est de chez nous qu'elle est, n'est-ce pas, et nous allons devoir nous débarrasser de cela. Par exemple, j'ai souvent quelques petits soucis avec des frères
comme beaucoup sont en train de rejeter intégralement le christianisme. Non, il y a beaucoup de choses chrétiennes qui sont notre propriété. Nous n'allons pas leur tourner le dos, on doit les récupérer pour reconstruire ce boutique dont on parle là, pour qu'il devienne vraiment originel. Il va falloir savoir retrouver ce qui originellement était dans le boutique et ce qui ne l'était pas, n'est-ce pas, pour reconstruire le nouveau boutique ou alors le nouvel ancien boutique. Ou alors l'ancien nouveau boutique, c'est pas quel pour des besoins de dialectique, quel est les termes, la bonne expression utilisée. Donc le corps doctrine va rester, des choses qui ont été empruntées au boutique pour être amenées ailleurs, on va les ramener chez nous, on va les conserver chez nous, et les autres, on va leur dire non, ça ce n'est pas de nous. D'accord. Une dernière question avant de passer, avant qu'on en arrive aux perspectives justement. La notion de carême, période pendant laquelle on se prive de nourriture pour avoir une certaine élévation, dit-on. Ça, c'est le discours chrétien. Est-ce que le bouddhiste aussi avait observé, n'est-ce pas, ce carême-là, période pendant laquelle, soit dit en passant, on jeûnait? Carême. Le carême n'est pas l'exclusivité, n'est pas la propriété du christianisme. Le carême est une discipline. Et c'est une discipline spirituelle qui consiste à s'abstenir d'un certain nombre de choses pour laisser l'esprit léger, un esprit qui se prépare à affronter certaines épreuves, n'est-ce pas, dans son cheminement, dans le cheminement de ça, dans l'évolution spirituelle. Donc, le carême, le fixer à une seule période de l'année, ce n'est pas le cas chez les bouddhistes. Très bien. Le bouddhiste, par exemple, quand je vais initier quelqu'un, ou alors quand je vais soigner un malade, avec les canons du bouddhisme, n'est-ce pas, je lui impose une discipline, n'est-ce pas, une discipline alimentaire avec deux approches. L'approche de l'abstinence de nourriture, d'une certaine manière, ou bien pendant un certain temps, ou alors de l'abstinence d'un genre de nourriture, d'un genre d'alimentation, n'est-ce pas? Ça fait que chez nous, le carême n'est pas saisonnier, n'a pas une saison, n'a pas une période précise dans l'année. Mais il y a aussi une privation. Mais nous avons la discipline de la privation. C'est-à-dire que quand je vais initier, quand je vais soigner, je te dis, par exemple, quand je vais faire l'exorcisme dans l'approche du bouddhisme, je te dis, tu ne manges pas aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on ait fini le travail. Le carême, le vrai, c'est amener l'esprit à se détacher de la matière pour qu'il soit capable de sauter. Parce qu'on considère la prière, les actions spirituelles, comme des bons, comme des sauts, n'est-ce pas, qui veulent que l'esprit se détache de la matière. Voilà, qui est lourde, n'est-ce pas, qui est pesante. Donc, pour éliminer cette pesanteur-là, n'est-ce pas, on enlève, on fait en sorte que l'estomac, qui symbolise la terre, la lourdeur, l'estomac doit être vide, n'est-ce pas? Et c'est quand l'estomac est vide qu'on peut sauter. Ça, c'est une chose, une première raison. La deuxième raison est que, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'exorcisme, pour ceux qui connaissent l'exorcisme, les vrais exorcistes, de tous bords, je dis bien de tous bords, ils savent que quand on parle de la possession, quand on dit de quelqu'un qu'il est possédé, obsédé, c'est-à-dire qu'il est dérangé par des esprits, ce que vous appelez les démons, qu'il est dérangé par certains esprits, sont dans son corps, qui dérangent son esprit, qui cohabitent avec son esprit à lui-même, l'âme, dans le même corps. Ces esprits-là, néfastes, mauvais, prennent leur énergie dans l'estomac. Quand l'estomac est plein, ils sont forts. Parce qu'ils pompent, ils mangent cette nourriture-là qui leur donne aussi la force. Quand nous avons la nourriture dans l'estomac, nous sommes forts, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand le ventre est plein, quand l'estomac est plein, n'est-ce pas? Le corps est vigoureux. Or, qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est le véhicule de l'esprit à travers le sang, n'est-ce pas? Pour donc affaiblir cet adversaire qui est le mauvais esprit qu'on veut extirper, qu'on veut exorciser, c'est-à-dire faire sortir, n'est-ce pas?
il faut qu'il n'ait pas de force. Il faut utiliser la technique de Samori, celui qui utilisait la terre brûlée, là, on l'appelait comment là? Donc on brûle la terre. Il ne faut pas qu'il y ait la nourriture. Quand il n'y a pas de nourriture dans l'estomac, l'esprit est plus facile à attaquer. Et c'est cela que nous on fait ça chaque fois qu'on a une chose à faire, quand on a un combat à mener. On n'attend pas une période annuelle particulière. Donc, il vient subir les soins. Il faut dire qu'il soit d'abord chez nous. On le met dans notre aura. Il faut qu'il soit dans mon aura. Je l'intègre dans mon aura pour être capable de le prendre. Et pour que cette aura l'épouse bien, le contienne bien, n'est-ce pas, l'englobe bien, il faut qu'il soit affamé. Et là, nous allons pouvoir faire lui affamé, moi-même affamé. N'est-ce pas? Là, les esprits vont pouvoir communiquer avec la capacité de bien facilement bondir. Hein? Donc, chez nous, le carême n'est pas une histoire où on va dire attendez telle période. Non, nous, c'est tous les temps. Dès qu'il y a une situation à gérer, on se met. Et nous-mêmes, quand on veut aussi méditer, parce que par exemple, on a un problème à gérer, une situation, des objectifs à atteindre, on doit se priver. On doit se priver de sexe, de nourriture, d'alcool, de bavardage, de beaucoup de choses, parce que c'est des choses qui perdent l'énergie, qui dispersent l'esprit, et cette discipline-là, c'est ça qu'ils appellent carême ailleurs. Or, carême même veut dire carnaem, c'est-à-dire que privation de la chair. Pas cette chair, pas la chair du bœuf, du porc ou bien du mouton, c'est la chair de l'homme, c'est-à-dire qu'on essaie de tuer notre chair à nous pour faire valoir l'esprit. D'accord. À une autre occasion, hein, n'est-ce pas, dans une autre thématique ici, on entrera de fond en comble justement sur ce que peut faire le combo concernant l'exorcisme, n'est-ce pas, dans le Butchi notamment. Venons-en aux perspectives, frère Combo. Jusqu'où peut aller le Butchi? Jusqu'où veut aller le Butchi dans ses perspectives pour la renaissance de l'Afrique? Le Butchi envisage atteindre les plus hautes personnalités africaines. Parce que c'est eux les décideurs. Vous savez, le Butchi au Cameroun, surtout au Cameroun, puisque je suis un responsable du Butchi depuis beaucoup d'années, j'ai déjà eu à faire face à beaucoup de problèmes. On m'a arrêté beaucoup de fois, on m'a embastillé, parce que les voisins trouvaient que je les dérangeais, ou alors, c'est vrai que quelque part, ils avaient raison que je les dérangeais. Arrêté par les forces de l'ordre? Oui, j'ai été enfermé à la brigade de Kouaban. Plusieurs fois, j'ai été enfermé à la brigade à l'aéroport, là, ça s'appelle comment, Simalène. On m'a arrêté beaucoup de fois, on m'a enfermé beaucoup de fois, parce que les gens estimaient que, poussés par leurs prêtres, c'est-à-dire leur église, n'est-ce pas, poussés par leur église, et poussés par leur ventre aussi, il fallait tout faire pour m'empêcher de m'exprimer. Donc, si, n'est-ce pas, les forces de l'ordre agissent ainsi, c'est parce que il n'y a pas, n'est-ce pas, une réglementation qui permet que le boutiste s'exprime, parce que c'est l'État qui donne les autorisations. Donc nous avons un problème de légalisation du bouti au Cameroun. Le bouti, si parfois il fonctionne à certains endroits, ce n'est que par pure tolérance administrative. Or, le bouti qui est, pardonnez-moi, vous allez penser que c'est de la prétention. Non, le bouti est l'une des rares, sinon l'unique voie africaine qui est capable de restaurer toute la spiritualité africaine aujourd'hui. Oui, surtout le bouti et peut-être le vaudou sont restés les seules véritables voies susceptibles de récupérer même, n'est-ce pas, toutes les choses perdues que nos ancêtres ont laissées et que les autres sont venus chercher. Une anecdote. Il y a un aîné avec qui, un aîné, un ami, il n'est pas aîné de moi, il n'est pas aîné dans les boutiques, c'est un aîné en âge, l'âge biologique. Vous le connaissez, Bingono François, avec qui j'ai beaucoup, c'est une éminence dans le monde du journalisme et de la culture, n'est-ce pas, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Oui. C'est notre président. C'est mon président, n'est-ce pas? Donc, lui et moi, nous avons été sollicités, n'est-ce pas, par certains Oxford, en Europe, l'université, après qu'il ait soutenu sa thèse de doctorat,
n'est-ce pas, qu'ils ont trouvé très, très intéressant par rapport au thème, n'est-ce pas, le Nkulungu, le tam-tam des morts, n'est-ce pas. Bon, après ce travail-là qui était vraiment éloquent, on l'a sollicité, on a envoyé beaucoup de photos des anciens totems, des choses, les artefacts africains qu'ils ont gardés chez eux et qu'ils voulaient maintenant, pour lesquels maintenant ils voulaient savoir comment faire pour les utiliser. En fait, ils ont pris beaucoup de nos choses qu'ils ne sont pas capables d'utiliser depuis qu'ils sont partis avec, depuis plus de 100 ans qu'ils les ont chez eux. Alors, ils ont pensé que en passant, en posant d'une certaine manière, on va leur donner des clés pour pouvoir utiliser ces choses-là chez eux. Alors, on l'a sollicité, on lui a envoyé des images et il m'a appelé pour qu'on travaille. Et on ne faisait qu'interpréter, on disait quand c'est un reliquaire, quand c'est ceci, quand c'est un totem. Mais il voulait qu'on leur dise, il faut faire telle chose, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Le Bouti est capable, n'est-ce pas, que, ayant fait revenir ces artefacts, ou même les laissant là-bas, que les familles auxquelles, parce que les familles, les clans avaient leurs choses, chaque clan avait ses choses, les totems, les oignons, toutes ces choses-là, mais on les a perdus parce que on nous les a arrachés, les autres, oui, ont été trompés, ils sont allés jeter. Mais le Bouti est capable, à travers l'initiation, de faire en sorte que cette famille-là, cet individu-là, aille rechercher ce pouvoir-là, cette force-là, à travers l'initiation. Parce que nous allons, lors du rite d'initiation, les grands maîtres réunis, canaliser l'initié sortant de cette famille spécifique, de cette famille particulière-là, parce que ça marche dans la filiation biologique, dans la lignée biologique, l'arbre généalogique, on l'envoie lui. Ce n'est pas pour que tout le monde, ce n'est pas n'importe qui va prendre. On ne prend pas la chose à autrui en Afrique. On ne prend pas la chose à autrui en Afrique. Mais si on retrouve des gens sortant de cette lignée-là, de cette famille-là, on dit, ils avaient telle chose qui était capable d'apporter telle chose au développement du Cameroun, du continent africain, qu'il a cherché, on l'initie. Il va rencontrer l'ancêtre, le dernier ancêtre, qui était le propriétaire de cette chose-là, et il va lui transmettre ça, il va devenir effectif. Le Bouti en est capable. Le Bouti en est capable. On l'envoie à la rencontre de cet ancêtre-là, il le rencontre, il le retransmet. Et nous, on va juste faire les formalités du plan physique, tout sera fait dans les plans spirituels et dans les plans mystiques. Le Bouti, donc dans les perspectives, nous voulons que l'État nous permette, les États africains, nous permettent de nous exprimer, que les États nous fassent confiance. Il y a une certaine reconnaissance. Qui est une reconnaissance dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Et même une promotion. Et même une promotion. Qu'on nous promeuve, n'est-ce pas? Qu'on nous donne des espaces, on nous donne des opportunités d'expression pour qu'on démontre la véracité de ce que nous disons être capables de faire. Nous avons justement vu le général Brice Oligui Nguema faire du Gabon justement, l'actuel président actuel, dans un rituel de Bouti, une démonstration pendant un rituel Bouti avec ses frères boutistes devant le parterre administratif, devant toute la crème administrative du pouvoir gabonais, avec les étrangers, les blancs, n'est-ce pas? Bon, c'est une façon d'assumer, n'est-ce pas? Parce que ce qui dérange les Africains de beaucoup de pays, mais particulièrement le Cameroun, c'est que les Africains n'arrivent pas à assumer leur spiritualité traditionnelle. Beaucoup de grands cadres de ces administrations-là sont des initiés au Bouti, mais ils ne l'assument pas. Mais ils ne l'assument pas. Beaucoup sont des initiés au Bouti. Mais ils ne viennent voir le Bouti que parce qu'il a un problème spécifique à des autres, parce qu'il a un objectif à atteindre, il voudrait qu'on l'aide à atteindre cet objectif-là. Il a une maladie, il a un cas de malade chez lui. Ou alors plus sur le plan individuel, il vient, oui, et parce que dimanche, il ne faut pas qu'on les communie. Parce que, bon, pour être nommé ministre dans nos pays, et au Cameroun surtout, il faut être soit chrétien catholique, soit presbytérien, voilà, allégeance à Rome, ou alors être dans quelque chose qui est dans ça, ou alors être musulman. Mais dès que tu vas dire que tu es africain, exclusivement africain, non, 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 tu n'es pas sélectionnable, tu ne peux pas être élu, tu peux être sélectionné. Tu ne peux pas partir de ceux qui sont capables d'être sollicités pour être ministre, quel que soit ton niveau d'éminence grise que tu peux apporter comme contribution au développement du pays. Et c'est l'occasion quand même de saluer aussi tous ceux des chefs d'État là qui ont justement pris l'initiative de dépoussiérer ces spiritualités-là, comme le président Talon par exemple, qui a créé une journée vaudou au Bénin. Par exemple. Et ce vaudou-là est désormais enseigné dès l'âge de 5 ans, de 4 ans, 3 ans, à la maternelle. Ça veut dire que quand un enfant grandit avec cet esprit, avec cet enseignement,
5 ans révolus à 5 ans révolus, il devient imperceptible aux valeurs exogènes. Voilà. Et c'est plus facile à ce moment-là, n'est-ce pas, de construire l'Afrique qui nous est tous chère. J'ai parlé, je ne sais pas si j'ai parlé de ça ici, dernièrement. J'ai parlé de la mise sur pied de la création d'une école de sorcellerie. Sorcellerie au sens supérieur, au sens élevé, au sens lumineux, au sens purement scientifique de la chose. Ce qui est déjà fait au Mali. Hein. Ce qui est déjà fait, ce qui est en train d'être fait dans beaucoup d'États africains. Exactement. Parce qu'il y a une mouvance nouvelle, d'ailleurs, qui a réveillé par force le Cameroun, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Le patrimoine culturel immatériel. Je suis de la Fédération camerounaise des détenteurs des savoirs immatériels, n'est-ce pas, et des arts divinatoires au Cameroun. J'en fais partie. Au début même, j'étais le secrétaire général national. Bon, le bureau est encore là, mais certainement qu'on va voir d'ici peu, puisque les choses ont évolué. C'est d'ailleurs pour ça que Bingo Mingo est notre président. Donc, dans ce cadre-là, n'est-ce pas, nous pensons que le développement sortant de l'invisible, ça c'est la vérité, il est indéniable que tout ce que nous appelons développement n'existe pas a priori sur le plan physique. C'est pour ça qu'on parle d'inventeurs. Mais en réalité, ce n'est pas des inventeurs, c'est des découvreurs. Nul n'invente rien. Toutes ces choses existent de manière potentielle dans le plan invisible. Des principes immuables. Voilà. L'homme découvre juste, n'est-ce pas? Donc, alors, il faut, pour revenir à ces enfants à l'école du vaudou, qu'on a déjà désormais ouvert, n'est-ce pas, au Bénin, qu'on fasse la même chose chez nous. De la sorcellerie créée au Mali. Voilà, par exemple. Parce que si on récupère des enfants, parce que les dons se révèlent chez les enfants assez tôt, pour des gens qui savent observer les enfants. C'est pour ça que vous entendez qu'on réveille le ventre. On réveille, malheureusement, les gens qui réveillent le ventre des enfants le réveillent toujours très très mal. Et vous allez aussi entendre une autre expression dans nos villages, dans nos familles, on l'a arrangé. Arrangé veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a réveillé, mais dans le bon sens, le ventre d'un enfant. Et un enfant qui a été arrangé, quand il grandit, ça se voit. Il suit sa vocation. Il suit sa vocation. Il suit son orbite. Oui, et il vit de manière particulière. Il fait des choses particulièrement. On sait se rendre compte que cet enfant a été arrangé. Comme on dit, il a le ventre, on dirait aussi il a été arrangé. En réalité, c'est que son ventre a été bien éveillé. Par contre, ceux qui ont le ventre tout simplement n'importe comment, là, c'est les gens qui ont eu le ventre mal éveillé. N'est-ce pas? Non. Parmi les choses que le boutiste peut demander, peut réclamer aux États africains aujourd'hui, outre la promotion, ou alors, dans ce cadre promotionnel-là, qu'on nous permette de faire des propositions, qu'on nous permette de montrer des voies, parce que dans ces écoles de sorcellerie, il doit y avoir une compénétration entre les grandes écoles, comme par exemple l'école polytechnique, l'école des travaux publics, le CUS, toutes ces grandes écoles qui forment nos futurs scientifiques, n'est-ce pas? Mais que ce soit des scientifiques, des grands ingénieurs initiés. Exactement. Qu'ils soient initiés, parce que c'est grâce à l'initiation que tu sauras que quand je veux construire le pont sur la rivière Vouri, je dois aller négocier. Il doit avoir les clés. Il doit avoir les clés qui permettent d'ouvrir les arcanes qui font que j'aille rencontrer les entités sous-marines avec lesquelles je vais négocier pour que je puisse placer la poutre qui va supporter le pont qui va passer sans que les entités de l'eau ne le bousculent. N'est-ce pas? Ça, c'est l'initiation. Or, un bon ingénieur ne saurait le faire s'il n'est pas initié. Par exemple, hein, la chirurgie, par exemple, un médecin chirurgien, pour aborder le ventre, il y a des gens qui refusent d'être opérés. Beaucoup de gens refusent d'être opérés parce qu'ils savent avoir le ventre. Et ils ont peur que leur ventre ayant été découvert, qu'on arrive à voir cette entité-là et qu'on la confonde. N'est-ce pas? Beaucoup de gens, c'est pour ça que beaucoup de gens refusent d'être opérés. Or, quand un chirurgien est initié, il sait que le ventre existe, donc il y a des entités qui sont dans certains ventres, qu'on n'aborde pas tous les ventres de la même manière, ils seront plus performants, plus efficaces. Exactement, frère. Pour la petite histoire, j'ai un ami, colonel médecin, à la garnison de l'hôpital militaire de Yaoundé, justement. Il a fait 7 ans au Togo, dans le bataillon d'intervention rapide comme médecin. Il me dit que tu ne peux pas être un grand chirurgien sans toutefois être initié. Parce que les choses qu'il a vues
Justement, comme tu le mentionnais, il y a des gens qui refusent d'être opérés. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont sur la table d'opération, premier constat, il y a coupure d'électricité. Par exemple. On peut même mettre le générateur. Il se coupe aussi. Les ampoules se cassent et le générateur se bousille. Il se pose donc la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que il n'y a pas capacité de communication entre le chirurgien et celui qui va subir l'opération. Exactement. N'est-ce pas? Bon. Or, si il y a mise en confiance, ils se rencontrent. L'initié, médecin, chirurgien, rencontre l'autre, dit, il convient de ce que, bon, n'aie pas peur. Je vais juste faire ceci, dans le sens de tes intérêts pour que tu guérisses et que tu continues à nous apporter la force de ce que tu as, n'est-ce pas? Ça va aller vite. Parce qu'il y a il y aura confiance. Il y a des sujets justement qui ne sont jamais allés entrer dans un bloc opératoire. Alors ce dernier, quand on lui fait savoir qu'on va l'opérer, dans sa tête, dans son esprit, c'est que c'est plutôt pour lui faire du mal. Oui. Alors il utilise dans son ventre pour bloquer. Une anecdote, mon frère, à propos. C'était une tante à moi. Je ne vais pas prononcer son nom ici. C'était une tante à moi qui a été malade pendant plus de 17 ans. Elle se plaignait d'avoir une jambe qui fait mal, qu'elle avait des douleurs dans une jambe jusqu'à la taille. Bon, pendant longtemps, je lui ai dit, mais viens, je te soigne. Elle a dit, elle ne peut pas venir se faire soigner chez moi. Elle a même trompé son mari beaucoup de fois. Pendant que je lui disais qu'il faut passer par une initiation, elle a dit, son mari a dit, et lui, il s'initie à sa place. Il lui dit, l'initiation à sa place ne va pas donner le résultat escompté. C'est vrai qu'on s'initie à la place des gens. Il y a des initiations de substitution. Mais il faut être compatible. Parfois. De la fréquence vibratoire, par exemple. Ça s'organise. D'accord, ok. Ça s'organise, n'est-ce pas? Bon, maintenant, cette tante-là, la maladie était devenue tellement sérieuse que il fallait essayer de voir ce qui se passait. On a fait, à l'hôpital général de Yaoundé ici, on a fait 5 scanners. On ne voyait pas le mal, mais elle se plaignait du mal. Et le mal avait déjà bouché les issues d'évacuation des déchets. Elle ne faisait plus pipi, elle n'allait pas à la selle. On a fait des scanners, on ne trouvait rien. Et puis le dernier scanner, au 5e, qu'on voit une ombre qui était comme une boule, qui ressemblait à un gros fruit de pamplemousse. Et le médecin qui a fait cette découverte, il était très très content. Il a dit, mais c'est ça, mais c'est un cancer. Il s'est empressé d'organiser l'opération. Malheureusement, elle-même, je ne sais pas qui elle mettait au défi, a laissé qu'on aille jusqu'à l'opération. Mais en fait, c'est parce qu'elle ne voulait pas faire savoir à son mari qui elle était réellement. Pendant longtemps, elle vivait avec son mari, elle était avec lui. Et bon, elle n'a pas voulu que son mari sache qu'elle était si puissante dans le ventre. C'est ainsi que le médecin a fait le dernier scanner, le 5e, qui trouve l'ombre, qui voit la boule, dit, mais ça c'est une grande tumeur, et c'est le cancer qui dérange cette femme-ci. Depuis, quand on arrive à l'opération, on ouvre le ventre, on trouve cette boule, qui était particulière. Je ne vais pas aborder le dossier là ici. Quand on enlève la boule, elle est sous l'effet de l'anesthésie. Quand les effets de l'anesthésie finissent, elle a appelé l'un de mes frères, l'un de mes cousins, pour lui dire, mon fils, je suis fini. Vous m'avez tué. Je suis fini. Et 3 jours plus tard, elle trépassait. Elle passait des vies à trépas. Parce qu'en réalité, cette chose-là, on n'enlève pas. Il faut juste négocier avec elle. Tu comprends un peu? Donc, c'est une grande chose. Ça peut être un grand trésor. Si on peut orienter ces gens qui ont ces choses-là, c'est eux qui ont la capacité plus facile, la plus grande facilité d'entrer dans le monde invisible. Donc, et le multi est capable d'organiser, d'arranger, d'orienter dans le bon sens toutes ces choses. D'accord, frère. Tu peux compter sur Kemet Télévision dans le cadre de la perspective justement du multi, parce que l'objectif principal de cette chaîne de télévision, c'est justement de promouvoir les valeurs culturelles et spirituelles africaines. Et comme le Guti, nous faisons la promotion ici du vaudou, par exemple. Nous faisons la promotion
de la spiritualité chez les gens de l'Ouest du Cameroun, Oui. on appelle par exemple le Lakam et autres, tout en espérant véritablement que les Africains s'approprieront, n'est-ce pas, de ces différentes spiritualités. Se réapproprieront. Se réapproprier justement pour que, in fine, le combat pour la renaissance africaine, qui est le nôtre et qui est un combat noble, soit effectivement atteint. Nous allons très rapidement prendre une légère transition et on va se retrouver juste derrière pour poursuivre l'émission. Donc une transition et on se retrouve juste derrière. Voilà, retour sur le plateau. Vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et vous suivez votre émission Sagesse Kamit. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est la spiritualité beauty avec le combo Iboga et Banga qui prend le pouvoir sur nos antennes justement. Alors frère, je pense que tu as été très explicite quant à ce qui concerne les origines, l'évolution, la pénétration, les influences, les différentes réformes et même les perspectives, n'est-ce pas, de la spiritualité beauty. Tout à fait. Nous en venons aux différents instruments qu'utilise le beauty justement dans la pratique de sa spiritualité au quotidien. Permets-moi, mon frère, de te poser ces questions parce que j'ai besoin d'une précision. Est-ce que tu veux les instruments ou alors les différents supports? Très bien, les différents supports, autant pour moi. Parce que l'iboga, par exemple, est une racine. Ce n'est pas un instrument. Voilà. Voilà, donc les différents supports. Merci pour la rectification. Merci beaucoup. Bien. Comme nous sommes en train d'aborder les supports du beauty, les beauty a des supports de diverses natures. Les supports peuvent être des végétaux, peuvent être des animaux, peuvent être, n'est-ce pas, des instruments de musique. Et si nous devons commencer par les supports vivants, je vais commencer par les végétaux, c'est-à-dire la plante iboga. L'iboga est une plante. Je ne sais pas, si tu as prévu je t'avais envoyé des photos. La plante iboga, peut-être qu'une prochaine fois on pourra présenter ces plantes-là. Justement, avec la dextérité de Stéphane à la régie, je pense qu'il a dans son téléphone. Si c'est possible, on l'aura, mais si ce n'est pas possible, lorsqu'on abordera de fond en comble justement chaque support, ça nous permettra de voir également en image comme illustration. Il y a principalement la plante iboga. C'est un arbuste. C'est un arbuste qui, au premier regard, pour un naïf, un profane, il va penser que c'est le piment. Il va penser que c'est une tige de piment. Et ces fruits d'ailleurs aussi, qui sont parfois rosés, parfois jaunes, parfois orangés, n'est-ce pas, ressemblent, vu de loin, n'est-ce pas, aux fruits du piment. Donc cette plante-là est le premier support, le premier socle de l'iboga. Parce que c'est cette plante-là d'ailleurs qui a été transmise par les pygmées, n'est-ce pas, au Mintoro. Donc l'origine même de Bouti, n'est-ce pas, c'est cette plante iboga. C'est même ça d'abord la première origine du Bouti. C'est grâce par cette plante-là que le Bouti est, n'est-ce pas. Et c'est ça qui est au début. Les autres choses, les autres supports viennent au fur
et à mesure. D'ailleurs, c'est cette même plante qui, mangée, ingurgitée, permet à l'homme de découvrir les autres secrets. C'est ainsi qu'il va lui montrer l'instrument premier. À tout homme ou alors les membres, les initiés, pas forcément, celui à qui on donne, puisque vous entendrez dire que c'est une plante, c'est un psychotrope. Justement, beaucoup de pays occidentaux défendent l'entrée de l'iboga. Bon, ils ont leur raison. Soi-disant, c'est une drogue. C'est une drogue. Et pourtant, ils viennent beaucoup ici, là. Ils font beaucoup de recherches sur l'iboga chez eux, beaucoup de laboratoires chez eux, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, nous arracher notre chose. Si c'était que ça sortait de chez eux, ils allaient accepter que tout le monde utilise. Mais comme ça sort de chez nous, ils préfèrent prendre ça de manière banditisée. C'est-à-dire que de manière, pas la filouterie, n'est-ce pas? Donc, c'est cette plante-là d'ailleurs qui permet de découvrir telle chose, telle chose, telle chose, dans le processus qui a permis le processus d'évolution de l'iboga jusqu'à ce jour-ci. Donc j'ai dit, c'est la plante iboga, on aura l'occasion de la voir prochainement, si, n'est-ce pas, le réalisateur ne sera pas capable de nous la montrer tout à l'heure là. Après, il y aura une émission, une thématique uniquement sur la plante iboga. On aura l'occasion de la voir justement en image. D'accord. Bien. Donc, il y a d'abord cette plante iboga. Ça, c'est le premier support. Le tout premier support. D'accord. Bon. Ou alors, le premier intermédiaire, celui qui conduit à ce support-là, est un animal. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des guérisseurs en Afrique arborent une petite peau de bête que les gens appellent chat-tigre. Mais ce n'est pas le chat-tigre. Là, tu es en train de nous citer un autre support. L'autre support vivant. Parce que je vous ai dit, il y a des supports vivants. Il y a des supports qui sont des instruments de musique. N'est-ce pas? Donc, le premier, donc, avant même l'iboga, ce qui conduit à l'iboga, selon la mythologie, parce que j'entre, en même temps, je conduis la mythologie. N'est-ce pas? Donc, selon la mythologie du Bwiti, c'est cette petite bête-là, n'est-ce pas, qui amène le premier initié. Celui qui connaît la première théophanie du Bwiti, n'est-ce pas? Une femme. Parce que le premier prophète du Bwiti est une femme. Très, très intéressant. Le premier prophète du Bwiti est une femme. Vous allez entendre chanter ça de beaucoup de manières. C'est cette femme-là, ce sera un autre chapitre là-bas, c'est cette femme-là qui, guidée, il y a eu un événement dans sa vie, par un événement particulier, à un instant particulier dans sa vie, qui a fait que cette petite bête, qu'elle découvre qui est en train de lui causer du tort, d'une certaine manière, je mets ce tort-là entre guillemets, n'est-ce pas? D'une certaine manière, elle se fâche pour dire, mais cette petite bête qui est en train de me déranger, j'ai fait, j'ai découvert mes choses, je les ai posées à côté, et puis il n'a fait que les détourner, il ne sait même pas où il les a apportées. Quand il dit, mais c'est cette petite bête qui est à l'origine de cette histoire-ci, il se met à poursuivre sa petite bête. La petite bête la conduit la femme jusqu'au pied de l'iboga. Donc, c'est cette petite bête, premier support vivant, un animal, qu'on appelle en français la genette. Ah, d'accord. La bête en question s'appelle la genette. Le nom français de cette bête, c'est la genette. Ce n'est pas le chat-tigre. C'est une race de renard. C'est une race de renard de chez nous. Parce que chez nous, en Afrique, dans la forêt, il n'y a pas les renards. Mais ces animaux qui viennent justement voler les poules au village, là, qui viennent manger les œufs et les poules au village, là, cet animal est de cette race-là. Le nom français, ou ceux qui ont Internet là, dans leur téléphone, tapent genette, ils vont voir cette bête. D'accord. Comme l'émission, c'est une construction, frère, au fur et à mesure, on apportera justement les images d'illustration pour permettre aux gens de bien comprendre et d'être fixés. Donc, c'est cette genette-là qui est le premier support, qui est un support vivant, un animal. Et vous allez voir que les bandits, les bouddhistes et tous les guérisseurs africains ont soit une peau de genette, soit attachée à la tête, soit accrochée à la ceinture, soit ils en font comme ils customisent leurs vêtements, leurs bijoux avec ça. Donc c'est cette comment la bête amène-t-elle la première combo au pied de l'iboga justement? Ça, c'est la mythologie et c'est vraiment qu'on devrait aborder ça dans un autre chapitre. D'accord, d'accord. C'est cette genette donc qui est le premier support, qui est un support vivant. Cet animal-là, cette petite bête-là, qui maintenant aussi amène la femme, la première prophétesse là, le premier prophète du Bwiti, au pied d'iboga,
n'est-ce pas, qui, dans le déroulé, n'est-ce pas, ça c'est sa scène d'initiation qui est en train de se dérouler, qui est en train de se passer, son initiation qui est une initiation cosmique, une initiation organisée par la nature, donc c'est son initiation qui commence comme ça là. D'ailleurs, quand nous faisons nos initiations, il y a cet aspect qui est abordé, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Mais ce sera lors d'un gosso qu'on abordera cet aspect-là. Donc, c'est donc comme ça qu'on arrive sur la plante, non l'aspect végétal, de l'iboga, la plante iboga. Bon, quand on a donc cette plante-là, c'est cette plante-là qui ouvre les yeux au cosmos, qui ouvre l'homme, qui ouvre tes yeux, qui ouvre tes oreilles. Bref, il t'ouvre les sens. Cette plante, la plante iboga t'ouvre les sens. Tu deviens surhomme. Oui, parce que quand tu as mangé l'iboga, quand nous mangeons l'iboga, quand je mange l'iboga, il y a des choses que je perçois que tout le monde ne peut pas percevoir. Une anecdote. Toi, l'initié. Moi, l'initié. Moi, le guérisseur. Moi, le maître. Non initié en consommer. Il n'y a aucun... Non, il peut aussi avoir ses manifestations à lui. Non, les non-initiés en consomment même. Il y en a qui mettent ça dans le vin de palme au village, juste là pour le rendre fort. Ah, d'accord. Donc, les non-initiés qui connaissent la plante au village l'utilisent pour en faire des drogues, pour faire que le vin soit fort. Par exemple, n'est-ce pas? Il y en a qui l'utilisent comme aphrodisiaque, n'est-ce pas? C'est bon, mais nous l'utilisons dans un cadre initiatique, dans un cadre mystique, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour ça que puisque tu es en train de nous parler d'une anecdote. Voilà, d'une anecdote. Par exemple, je me souviens une fois, j'avais des malades que je suivais, j'avais un groupe de malades que j'avais réunis dans le cadre d'une même cérémonie de guérison, d'exorcisme. Et puis, quand je me mets à préparer le terrain pour faire les travaux des uns et des autres, je sens subitement, je commence à sentir une forte odeur de pourriture, de cadavres humains. Je sens une forte odeur de cadavres humains. Et puis, je lève la tête, je regarde autour de moi, j'ai l'impression que j'oublie, parce que j'ai oublié que moi j'étais dans des conditions particulières. Je regarde autour de moi, et comme autour de moi, il y avait aussi des matriarches, il y avait des initiés. Hein? Je lève la tête, je les regarde, curieux, je me demande, est-ce qu'eux aussi sentent ce que je sens? Mais je les vois, ils sont naturels, là, indifférents. Je continue à travailler, je lève encore la tête, mais je les regarde, curieux, je me demande, est-ce que ces gens ne sentent pas ce que je ressens? Je leur demande, vous ne sentez pas l'odeur que je sens là? Personne, tout le monde dit, ne comprend rien. Je sens une odeur compliquée là. Personne ne sent la même odeur que moi. Bon, maintenant, comme elle, je veux m'approcher pour savoir d'où émane, de qui émane cette odeur. Parce que ça voulait, la personne était malade. Il y avait un malade parmi tous les malades, ils étaient au nombre de 6. Mais parmi les 6, il y en avait qui étaient malades, qui étaient maintenant poursuivis l'esprit de mort. Quand je commence à m'approcher d'eux, l'odeur remplit toute la zone pour ne pas que je puisse me rendre compte de qui émane l'odeur, n'est-ce pas? Je comprends que je suis dans les choses des esprits. Je rentre, continue mon travail. Quand je commence donc à faire les incantations pour dire à Bouti, j'ai des malades autour de moi, voilà, il y a tel, 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 tel est venu un tel problème, tel est venu un tel problème. C'est comme ça que l'odeur a commencé à se tasser. Et c'est comme ça que j'ai pu savoir d'où sortait l'odeur, de qui émanait cette odeur-là. Mais avant de savoir exactement de qui émanait l'odeur, ils étaient deux, parce que c'était un couple, c'était une femme, une européenne, une allemande, qui était avec son compagnon, n'est-ce pas? L'odeur est restée entre les deux, surtout. Jusque-là, il est resté un peu de confusion. Mais comme il savait qui était véritablement malade, j'ai su que c'était la femme blanche. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que quand on mange les bogas, quand on est dans certaines conditions, quand on est dans les conditions, dans une logique de travail, les sens que vous avez ne sont plus les simples, les sens ordinaires. Voilà dans le cadre de l'anecdote que je viens de vous raconter que j'ai eu une odorat particulière. Je sentais seul les odeurs que je sentais pendant que toute l'assistance qui était autour de moi ne sentait rien. Donc voilà un peu l'une des choses que l'iboga, la racine iboga, peut éveiller en un initié qui est en train de travailler dans telle ou telle chose. Ça peut t'ouvrir les oreilles. Il y en a qui, quand tu manges l'iboga, tu commences à entendre. Par exemple, si tu as des cas devant toi, on va te dire tel cas, il y a tel malade a tel problème. N'est-ce pas? Il peut arriver que tes yeux s'ouvrent. Tu vois quelque chose. Une autre fois, j'étais à un gosso,
une cérémonie, l'un de nos cultes, on était nombreux, on faisait la prière, et il y avait un malade qui était bandit, un initié comme nous, mais qui était malade depuis longtemps. Il souffrait des jambes, il avait mal aux pieds. Bon, il avait déjà fait beaucoup de soins, il avait déjà visité beaucoup de Nima. Bon, on est dans la mouvance, il y a une phase du Ngosso où on tape beaucoup les tambours et les tam-tams là. Je ne sais pas ce qui a envoyé mes yeux vers ses jambes. J'ai vu ses jambes qui ont grossi comme des tam-tams, comme des gros tam-tams. Ces deux jambes étaient grosses, vraiment grosses. Quand je veux plus ouvrir les yeux, les jambes sont revenues à la taille normale. Donc, l'Iboga... Tout de suite, la maladie était identifiée. Oui, tout de suite, la maladie était identifiée. Donc, moi, je savais déjà de quoi souffre ce monsieur. Donc, l'Iboga, la manducation de l'Iboga fait que, quand on est un initié, quand on est à un certain niveau, à une certaine dimension, quand on est déjà capable de faire certaines choses, il te donne des pouvoirs particuliers. Ces pouvoirs-là, on ne peut pas dire qu'ils soient permanents, n'est-ce pas? Parce que ça vient à l'instant où tu es en train de faire quelque chose. Ou alors à l'instant où l'esprit veut délivrer cet esprit-là, il te dit, le cas là, voilà ce qui les dérange. Donc, voilà par exemple ce que l'Iboga est capable de faire. Et chacun selon ses prédispositions à lui. D'accord, ça veut dire que par ordre chronologique, on a cet animal-là et nous avons la plante. La plante, qui sont les supports les premiers supports, les supports vivants. Et ce support vivant, quel animal, c'est sa peau qu'on recueille souvent. Et le bandit est interdit de manger la chair de cet animal. C'est un interdit alimentaire obligatoire pour tout bandit. C'est même interdit mortel. Maintenant, la plante, nous la mangeons. On parlera de comment la manger aussi. Bien. Mais et maintenant, comme support vivant aussi chez les plantes, quand vous allez entendre qu'il y a plusieurs variétés de boutis, les boutis varient selon les herbes, certaines essences qu'on mélange avec le bois sacré Iboga pour ouvrir les portes aux différentes dimensions. C'est ça qui fait qu'il y a différentes approches, différentes écoles. Vous entendez Miri telle chose, Dissouma telle chose, Diboki. C'est les éléments qu'on compose, c'est généralement des plantes, des herbes avec lesquelles on compose l'Iboga qu'on va donner aux futurs initiés ou bien aux malades pour qu'on les mette sur la route ou alors pour qu'on les soigne. Donc, ça fait que il y a les végétaux, il y a l'Iboga qui est le premier lui-même, qui est le centre de tout, et maintenant qui peut être composé avec certaines essences d'herbes pour des orientations spécifiques. Ça rentre dans les arcanes. Chaque grand initié, dans ses différents couloirs, sait comment il compose ces choses là-bas. Donc, voilà les supports vivants que je viens d'énumérer, que je viens de vous montrer. Maintenant, on va donc dans les instruments musicaux. Justement, qu'en est-il le premier support matériel musical, c'est le mungongo, l'arc musical. L'arc musical qui a un son comme liquide, n'est-ce pas? Comme un son lointain qui vient de l'au-delà des eaux, n'est-ce pas? Quand les gens le jouent, n'est-ce pas? C'est le premier instrument musical. C'est vrai qu'il aurait été intéressant vraiment de montrer une image là. C'est vrai très intéressant qu'on est là. Non, ce qui est certain, c'est que comme nous allons revenir sur chaque support qui représentera une thématique d'une émission, ça sera l'occasion justement d'illustrer avec toutes ces images-là. Voilà. Donc, il y a donc l'arc musical, l'arc monocorde, qui a généralement la forme d'un croissant de lune, n'est-ce pas? Et il y a maintenant la harpe sacrée à 8 cordes, qui est le premier grand support maintenant, qui est véritablement mystique, oui, et qui est, n'est-ce pas, la harpe sacrée à 8 cordes. Elle est sacrée. Elle est sacrée à 8 cordes. C'est pour ça que on peut juste vous montrer des photos de ça ici, mais on ne va pas venir avec ça ici vous montrer à la population. On peut montrer des petites, ce qui nous servent à apprendre aux enfants à jouer. Nous-mêmes, à peut-être faire des travaux en brousse, des travaux de guérison en brousse, mais la harpe sacrée elle-même, elle est sacrée. Elle reste au sanctuaire. On aura des enregistrements, les sonorités de ces instruments. Maintenant, il y a, j'ai parlé tout à l'heure des balafons. Il y a, avant d'arriver au balafon, il y en a qui mettent maintenant l'orgue dans le piano. Avant d'arriver là-bas, restons aux instruments strictement traditionnels. Par exemple, le tam-tam. Le tam-tam, n'est-ce pas? Il y a les tambours et les tambourins, n'est-ce pas? Et donc le tam-tam, on coule. Il y a le coule.
il y a le mbaye, le tambour, en hauteur là. Il y en a même qui utilisent les ndjembe. Il y a le tambourin qui est court là, n'est-ce pas? Il y a le triangle à percussion. Le triangle à percussion qui accompagne le ngomon. Nous appelons ça le baka. Le triangle à percussion, n'est-ce pas? Et bon, il y a les sifflets, il y a la corne, le corps, la corne de la grande antilope, là, le cerf, n'est-ce pas? Qui sert à appeler les esprits. Il y a les petits sifflets qu'on siffle un peu. Bon, généralement, c'est des choses qu'on trouve en brousse, mais comme c'est des choses délicates, on a remplacé ça avec, par exemple, les douilles des balles. Les douilles des balles, des petits fusils, des fusils de guerre là, qui ne sont pas trop gros là. Donc ça permet, on siffle dedans, ça sert à appeler les esprits aussi. Hein. Et il y a maintenant le sifflet que l'arbitre de football utilise, que le gendarme qui conduit le motard pour escorter le chef de l'État ou bien les ministres utilisent. Tout ça, c'est des instruments que nous utilisons, c'est des instruments musicaux, ça sort des sons, n'est-ce pas? Il y a, on coupe par exemple les bambous de Chine, n'est-ce pas? On ouvre, on les dévide, et puis en les tapant au sol d'une certaine manière, c'est que ça va le faire, ça va en produire des sons. Tout ça, c'est des supports qui accompagnent, n'est-ce pas, les activités du bouti. Ça veut dire que tout cet orchestre-là, c'est non seulement pour reproduire la musique, mais la musique... Ils ont une portée mystique. Exactement. Tous ces instruments ont une portée mystique. Hein? Et on ne les joue pas tous au même moment. Hein? Ils ont chacun, ou alors quelques-uns, leur phase d'intervention. Et leur spécificité. Et leur spécificité, selon ce qu'on veut faire, selon le but qu'on veut atteindre, n'est-ce pas? Et il y a dans les phases du déroulé du ngoso, par exemple, on va demander au mekema, c'est parce que c'est comme ça que nous les appelons. Il y en a même qui utilisent aussi même les fûts vides là. Les fûts, par exemple, le fût de gaz pour charger les réfrigérateurs là, n'est-ce pas? Ou alors tout simplement le fût de 100 litres, le fût métallique de 100 litres, de 200 litres là. Ça aussi, lui aussi joue un travail, il fait un travail, il joue un rôle particulier. Tout ça, c'est des supports qui accompagnent le déroulé, n'est-ce pas, des cérémonies des boutistes. Voilà, frère, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Le temps passe tellement vite parce que l'émission également est très intéressante. Et en tant que combo, c'est-à-dire, c'est avec beaucoup d'autorité que tu développes cette science-là justement pour le bonheur de nos téléspectateurs et des abonnés, n'est-ce pas, qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Nous sommes à leur service. Certainement un dernier mot avant qu'on ne sorte définitivement, et on va les donner rendez-vous justement mercredi. On va donc commencer à décortiquer certains aspects, n'est-ce pas, de la spiritualité beauty pour qu'ils soient fixés et qu'ils comprennent bien le message justement qui est transmis par cette spiritualité. D'accord. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon ce serait souvent des redites, ce serait peut-être redondant, mais c'est pour ça que nous sommes là. Le bouti est la voie du salut de l'homme africain. Le bouti est la voie par laquelle l'homme africain peut se réapproprier toute sa culture, toutes ses véritables valeurs, même celles qui sont perdues depuis des siècles. Je l'ai dit tout à l'heure là, que ce qui est même dans les musées chez les Blancs, qu'on nous a arraché parce qu'on se rendait bien compte que c'était des pouvoirs qui pouvaient déranger quand ils étaient dans leur œuvre d'impérialisme et de colonisation. Nous pouvons récupérer toutes ces choses-là. Nous pouvons récupérer toutes ces valeurs-là. Nous pouvons nous réapproprier toutes nos armes qui vont permettre un nouveau départ pour le développement véritable de l'Africain de manière autonome, sans forcément dépendre des autres. Donc, si les initiés de tous bords, ceux qui sont vraiment détenteurs des pouvoirs d'initiation africains, du bouti et des autres mouvements, se fédèrent autour de cette clé particulière que le bouti a, on va faire de très grandes choses. Et nous appelons tous les grands intellectuels, les grands dirigeants politiques, de tous bords, de toutes les qualités, de tous les niveaux,
pour que, n'est-ce pas, on se mette ensemble pour former une armée particulière qui va reconquérir l'indépendance totale, intégrale, n'est-ce pas? Parce que la véritable indépendance commence d'abord par celle de la culture, celle de l'esprit. Nous allons être forts. Et quand nous allons prendre l'envol, on ne sera plus arrêtable. Donc, je voudrais que tous les Africains connaissent le Bouti pour qu'on s'émancipe intégralement. Peut-être on aura besoin des aides des uns et des autres de l'étranger, mais on n'est jamais mieux aidé que par soi-même. Voilà qui est bien dit, l'indépendance totale de l'Afrique. C'était Sagesse Kamit avec le combo Iboga et Banga, grand prêtre du Bouti, qui prend, je ne dirais pas en otage, non, mais qui, chaque mercredi, distille la science sur les antennes de Kemet Télévision. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, nous allons justement nous retrouver le mercredi prochain avec le même plaisir. Salut.